Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois directement chez vous et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Voilà, je vais me présenter. Donc, Marc Hérel, donc je travaille à l'ESO. J'ai rejoint l'ESO en 2007. Auparavant, j'avais travaillé pendant une quinzaine d'années à Rayosc, où j'ai fait beaucoup de choses, mais j'étais notamment responsable de la fabrication des optiques pour le virage télescope, les miroirs primaires, secondaires, Gemini, les miroirs primaires de Gemini aussi, et puis les optiques du Grand Télescope Le Canarias, GTC, aux Canaries, donc le segmenté européen, si je puis dire. Voilà, donc depuis 2007, on m'a dit, ben voilà, tu nous rejoins, on part un petit peu d'une page blanche, mais on pourrait faire un télescope assez ambitieux. J'ai dit, oui, je signe. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on en a fait depuis, où on en est, un petit rappel sur les eaux, sur le site, un aperçu de l'LT rapidement, le dôme, la structure, le chantier, la construction. On parlera des optiques, qui est mon domaine, quelques autres sous-systèmes comme ce qu'on appelle la station préfocale, les étoiles laser, une toute petite introduction sur les instruments, mais on ne pourra pas développer chaque instrument nécessitant lui-même une conférence. Voilà, et puis quelques perspectives et conclusions. Donc sans plus tarder, l'ESO. Donc l'ESO créé en 1962, ce n'est pas une agence, d'accord, nous sommes une organisation intergouvernementale. Et on a démarré donc, avec le 3,60 m à l'observatoire de la CIA au Chili en 1976. Alors en 2024, on est 16 États membres, principalement européens, d'accord, et avec le Chili comme partenaire stratégique. Notre budget annuel est d'environ 240 millions d'euros, et en termes de staff, c'est 750 personnes à peu près, avec 2 tiers en Allemagne et 1 tiers au Chili. Et donc, on opère les sites de la CIA, de Cerro Paranal, d'Apex, d'Alma en partenariat. Et en cours, évidemment, la construction de l'ILT dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ESO, c'est à peu près 30% des astronomes au monde, d'accord, et c'est le leader en termes de publications scientifiques. Nous sommes situés pour le siège, donc à côté de Munich, à Garching, pas loin du stade de l'Arena. Nos sites sont au Chili, comme vous voyez ici. Alors nous, on a une partie d'administration évidemment à Santiago du Chile, mais sinon l'observatoire de la CIA, et puis un peu plus haut, comme vous le voyez ici, j'espère que vous voyez le pointeur, le Cerro Paranal, Armazones, et puis tout là-haut, Chaj d'Antor, où se trouve Alma. Alors pourquoi le Chili, pourquoi l'Atacama? Alors, il n'y a pas beaucoup de sites au monde qui offrent de telles conditions. Alors, on va en citer quelques-uns, même 2. Le sommet du Mauna Kea à Hawaï et puis le Chili. Il y a d'excellentes conditions pour l'observation, d'accord, un climat extrêmement sec, ce qui est favorable pour l'observation dans l'infrarouge. Des basses turbulences, c'est en illustration de ce que vous voyez en bas à droite. Sur un site moyen, ça yoyote beaucoup. Au Chili, c'est pas mal. On a quelques nuits avec un signe à 0,2 arc secondaire, mais c'est pas mal du tout. Il y a peu ou pas de pollution lumineuse, mais un petit peu tout de même, mais c'est très léger. Et donc, je vous disais, une bonne transparence dans l'infrarouge. Un autre avantage d'être au Chili, c'est que le centre galactique est bien souvent au zénith, qui est un avantage pour les astrophysiciens. Alors, l'Atacama, voilà à quoi ça ressemble. Et en plus, on est en haute altitude, c'est aride, c'est loin de tout. Je vous ai mis une petite photo en bas à gauche, ça c'est une photo prise de Mars. Changez juste la couleur du ciel, en gros, c'est la même chose, quoi. Et on y installe ceci. Alors, c'est une vue d'artiste, hein. Ne prenez pas le télescope comme construit, en tout cas entièrement, on va en parler. Donc, le LT, le plus grand télescope optique infrarouge au monde, d'un diamètre de 39,40 m, avec un miroir primaire segmenté. Pour faire des sciences variées, il y en a beaucoup en ce moment, telles que les exoplanètes, les populations galactiques et stellaires, la cosmologie et bien entendu l'inconnu. Un nouvel instrument, c'est des découvertes de nouveaux inconnus. Vous voyez que James Webb est en train de bagarrer un petit peu avec ce qui s'est passé un petit peu après le Big Bang. C'est intéressant et on va venir l'aider avec la puissance de capture de photons qu'on va avoir avec ce télescope.
La construction 2014-2028, donc au sommet du Cerro Armazones, je vais y revenir, et c'est une partie intégrante de l'observatoire du mont Paranal où se situe le VLT. Donc ce n'est qu'un télescope de plus, entre guillemets. Le coût, en gros, aujourd'hui, on est à 1,45 milliard d'euros, d'accord? Et en opération, on a besoin à peu près 50 millions d'euros par an pour le faire tourner. Le Cerro Armazones, que vous voyez ici, là, à droite, est à peu près à 25 km du VLT. Oui, c'est le VLT ici, 25 km plus loin, la montagne du Cerro Armazones ici, où on installe actuellement le LT. Voilà. L'altitude du Cerro Armazones, c'est un peu plus de 3000 mètres. Bon, on a enlevé une trentaine de mètres depuis au sommet pour installer le télescope. Il y a en gros 330 nuits de ciel limpide par an et des conditions météo atmosphériques vraiment stables. Il y fait pas, même si ça dessert, il n'y fait pas chaud. Hein. Armazones, c'est 0 à 15 degrés, ça peut descendre à moins 10. Mais la température moyenne, c'est 9 à 10 degrés là-haut. Il peut y avoir des orages, de la pluie ou de la neige, mais c'est extrêmement rare, peut-être une fois par an, des fois une fois tous les 2 ans. Par contre, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Ça, c'est pas un problème en soi, mais enfin, c'est une donnée que l'on doit prendre en compte dans le design du télescope. Le climat est très sec et il y a de fortes radiations UV et c'est, puisqu'on est au Chili, une zone à forte sismicité. Avoir un échelle 8 sur Richter par siècle, c'est pas très étonnant. Alors, sachant qu'on construit un télescope pour 50 ans de durée de vie, il y a des chances qu'on s'en prenne un. Alors, le télescope, c'est un télescope à 3 miroirs, plus 2 miroirs. Mais le télescope, dans sa combinaison optique, c'est ce qu'on appelle un trimirror anastigmate, avec le M1 ici en bas, le M2 qui est un convexe, et le M3 ici. Voilà ce qui fait le design optique. On a en plus dans ce télescope 2 miroirs relais qui sont plans, qui nous permettent de diriger l'image au foyer, le foyer Nasmyth. Il y a le M4 qui est un plan adaptatif, on va revenir là-dessus, et le M5 qui est un plan de stabilisation d'image. Nous avons 2 foyers Nasmyth, il y a 2 plateformes de part et d'autre, ça on va le voir juste après. Mais en gros, dans quelques données, le diamètre 39 m 40, 39 m 30, ça dépend si on compte aux pointes ou à la surface, etc. Mais bon, le primaire, il est à mieux que f sur 1, il est à f sur 0,9. Donc c'est très très ouvert. La focale, pour ceux qui veulent essayer de mettre un oculaire derrière, faites le calcul, vous avez 680 mètres de focale, d'accord? Donc il y aurait du grandissement. Avec un 20 mm, ça va faire beaucoup. L'ouverture, à peu près f sur 18. Tous les grands télescopes sont à f15, entre f15 et f18, d'accord? Et avec un champ de 10 arcs-minutes. La courbure de champ est d'à peu près 10 mètres. Et la surface collectrice, ça c'est intéressant, c'est pas loin de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés de collection de photons. Et le diamètre nous permet d'avoir normalement une résolution théorique de 2 milliarcs-secondes. 0,002 arcs-secondes. Donc c'est 4 à 5 fois plus grand que tous les équipements actuels, d'accord? Et le LT collectera en gros 15 fois plus de lumière si on compte par exemple, si on additionne le VLT, les 4 VLT de 55 mètres carrés et les quelques de 75 mètres carrés. Là, on est à 1000 mètres carrés, c'est sans commune mesure. Un petit schéma qui vous montre un petit peu le trajet de la lumière dans le télescope, donc réflexion sur le primaire, puis le secondaire convexe, puis le tertiaire, et ensuite 2 miroirs relais, le M4 et le M5, qui va diriger la lumière au niveau des foyers Nasmyth, où on installera les instruments pour l'observation. Alors, un aperçu du télescope. Alors, le télescope lui-même, donc, il y a une structure principale qu'on appelle la main structure, qui donc soutient toutes les unités optiques. On les appelle aussi unités optomécaniques dans notre jargon. Une monture altazimutale, donc une rotation ici au plancher, en azimut, et une rotation autour de cet axe ici, pour changer l'élévation, et comme ça, on fait notre couverture du ciel. Donc, un altazimutal. Tout ce beau monde, il n'y a pas d'engrenage, il n'y a rien de tout ça. Tout ce beau monde, c'est piloté par des moteurs linéaires, d'accord, et c'est sur des paliers hydrostatiques. C'est comme à la mode VLT. VLT, quand il est bien réglé, vous pouvez le bouger à la main. Bon, il faut qu'il soit bien équilibré, sinon vous allez prendre dans la figure, mais c'est comme ça que ça marche. Nous avons sur les côtés du télescope des plateformes dites LGS, donc Laser Guide Stars, c'est-à-dire des faisceaux laser que l'on va envoyer à 80 mètres d'altitude, qui, en interagissant avec la couche de sodium atmosphérique, vont créer des étoiles, entre guillemets.
Des unités optomécaniques, on va en parler, donc les M1, les M2, les M3, M4. Donc là, il y a assez blindé d'optique active, il y a aussi de l'optique adaptative. Donc ça, c'est le train d'imagerie. Et le plan focal, où on installera pas mal de choses, mais avant d'y installer les instruments, on a besoin notamment de ce qu'on appelle les pre-focal stations, qui seront en fait, je vais vous les présenter après, c'est ce qu'on appelle un adapteur pour nous. C'est elles qui supportent des miroirs qui vont permettre de diriger les faisceaux vers différents instruments, et puis qui supportent des bras qui vont nous permettre d'analyser en temps réel la qualité de l'image et de conserver le télescope aligné. Le dôme lui-même, alors vous voyez, 80 mètres de haut, 88 mètres de diamètre, ce truc a l'empreinte en gros d'un terrain de football, hein, d'accord? C'est gigantesque. Et là, c'est un petit aperçu, donc ça offre une protection contre l'environnement extrême, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Venons-y justement, voilà une vue d'artiste du dôme. Ce n'est pas la plus récente définition, elle a un tout petit peu évolué, mais voilà. Donc, un dôme, ça sert à quoi? Ça sert à limiter les effets du vent et d'optimiser les flux d'air. Et ça, c'est très très important en observation. S'il n'y a pas de vent, on n'observe pas. Le jour où au VLT, il n'y a pas de vent, on n'observe pas. On a besoin de l'air pour brasser et évacuer les turbulences. Si on n'arrive pas à brasser et évacuer les turbulences, la qualité image sera médiocre. Donc il nous faut du vent. Mais il n'en faut pas trop, parce que si on a trop de vent, les optiques vont se déformer, la structure va yoyoter, et ça va être assez compliqué de garder le télescope aligné. Donc le dôme, il est optimisé pour tous les flux d'air au sein du télescope. Il va aussi limiter les refroidissements radiatifs. Ça, c'est pour les astronomes amateurs, vous avez bien vu, hein, passer 2 heures du matin, quand le télescope se refroidit à la température du ciel, il est très très froid, et il y a des gradients de température, et la qualité image peut se dégrader. Et il a une importance aussi en journée. En observation, il va protéger le télescope du sable, du vent, des précipitations, du soleil, et il est climatisé. Et ça, c'est très important. Il n'est pas climatisé pour que les ingénieurs et techniciens qui s'en occupent soient dans leur confort. Il est climatisé parce qu'on va maintenir la température du télescope de façon à ce qu'à l'ouverture des portes du dôme en observation, le télescope soit déjà à la température extérieure. Ça a été une révolution à partir des années 60-70, quand on a compris ça. Et donc tous les télescopes modernes doivent avoir ce système de climatisation et de maintien en température. Alors, il y a une partie fixe inférieure, c'est ce qu'on appelle le pilier, c'est ce que je vous montre ici. Donc une énorme structure en béton, et toute la partie mobile que l'on nomme l'enceinte. Il est équipé de 2 portes coulissantes motorisées. Souvenez-vous que l'ouverture ici, c'est 40 mètres. Hein. D'accord? Et il y a des joints gonflables. Quand on ferme les portes, il y a des joints gonflables qui viennent étancher l'ensemble du dôme. Il y a un revêtement thermique isolé avec ce que vous voyez ça, ce qu'on appelle le cladding, des plaques d'aluminium avec de l'isolant, etc. Et nous avons toute une série d'évents que vous voyez ici sur le côté, que l'on peut ouvrir, fermer ou mi-fermer, mi-ouvrir, si vous voulez, de façon à optimiser justement les flux d'air dans le télescope. Il y a un pare-vent, ce qu'on appelle le windscreen dans notre jargon, que vous voyez ici, que l'on peut monter, descendre, qui, de la même manière, nous permettent d'optimiser les flux d'air et d'avoir pas trop de pression, par exemple, de vent sur le M1. Et la structure tournante elle-même, elle est équipée de différents équipements, mais notamment de grues, de ponts roulants, etc., qui sont intégrés à la structure et qui nous permettent d'aller déplacer des optiques, par exemple, ou de faire toutes les opérations de maintenance et de manutention dont on a besoin. Le dôme, à sa base, il est entouré d'un bâtiment auxiliaire. Alors là, on va trouver un petit peu de tout, mais il y a des salles blanches, il y a de l'électronique, il y a maintenant de la cryogénie, de l'électronique, de l'informatique et tout ce qu'on veut. Et on va pouvoir y monter et maintenir les instruments, tout ce qui est nécessaire, donc, comme je disais, en électricité, en hydraulique, en thermique, etc., en cryogénie, pour faire fonctionner le dôme et le télescope. Et puis, on a des salles pour le stockage de segments du primaire, des salles informatiques, de l'installation de rang, et il y a aussi dans un coin, je ne sais plus où ils sont, des toilettes. Le pilier et le bâtiment auxiliaire reposent sur des amortisseurs qui sont montés directement sur les fondations. Donc, les fondations sont en béton et l'ensemble de l'enceinte est monté sur des isolateurs. C'est très important parce que si on se prend un 7 ou 8 sur Richter, on ne va pas voir le télescope partir en morceaux. Donc, il y a cette isolation. Alors, je vous disais, 80 mètres de haut,
Le pilier en bas, sa base, ça fait à peu près 11 mètres, un diamètre de 88 mètres. Si on compte le bâtiment auxiliaire, etc., c'est à peu près 115 mètres. Et la porte elle-même, elle fait 55 mètres par 23, et la masse en rotation est de 6100 tonnes, d'accord? Et rien que la masse de chaque porte, hein, une porte, c'est 600 tonnes. D'accord? Le dôme tourne sur 36 chariots, qui font 4 x 2 x 3 mètres, 27 tonnes par chariot. D'accord, et sur une piste de 270 mètres de circonférence. Il y a 89 évents qui nous donnent 1240 mètres carrés de flux d'air contrôlé. Et comme je vous disais, donc, il repose sur 118 isolateurs sismiques. Et il nous faut une puissance pour chauffage, ventilation et autres de l'ordre de 3 MW. Donc un petit peu le télescope de superlatif. Petite mise en perspective, si vous êtes allé sur le parvis derrière, voir la géode elle fait 36 mètres de diamètre. D'accord? Donc j'ai essayé de mettre le LT à l'échelle. Voilà ce que ça donne. Okay? Souvenez-vous aussi que le bâtiment ici dans lequel nous nous trouvons, les télésiences, ça fait 25 mètres. Notre truc, nous, qui monte à 80 mètres, d'accord? Et la géode entière, on peut la passer dans la fente du dôme. Ça vous donne une idée. Aussi, oui, je n'ai pas dit, mais le M1 lui-même, le miroir primaire, il est à 30 mètres de haut, d'accord? Il est ici. Donc, si vous passez sur le parvis tout à l'heure, vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu ce que ça représente. C'est colossal. La structure en elle-même, donc alors c'est très grand, hein, c'est ce qui nous permet en gros de pointer et de guider le télescope avec une très grande précision. La précision dont on parle, c'est sous l'arc seconde. On dit 0,3 arc seconde RMS. Elle doit être très légère, évidemment, minimiser l'énergie et puis aussi maximiser la rigidité afin de maintenir les miroirs précisément en place. Ça ne doit pas plier sous son poids et il faut minimiser les vibrations. Alors avec un truc qui est aussi colossal, je peux vous dire qu'on ne s'est pas toujours amusé. Mais bon, tout ça c'est essentiel pour des observations de grande qualité. C'est un chouette défi d'ingénierie. Alors, la structure en elle-même, c'est 3400 tonnes en tout, d'accord. Elle fait 65 mètres de haut, 50 mètres de large, et la largeur aux plateformes, c'est 71 mètres. En gros, les plateformes, là où vous voyez les instruments, peut-être vous voyez les petits gens, là, ici, là. En gros, chaque plateforme, c'est un terrain de tennis, d'accord, où on installe les instruments. Et dans cette structure, parmi les 3400 tonnes, vous avez 800 tonnes d'optique et de mécanique d'optique, donc d'opte mécanique. La précision de pointage, j'en parlais, 0,3 arc seconde RMS. Donc en gros, on est capable de pointer une pièce de 1 euro à 10 km. Et la structure est composée de 3 éléments principaux. La structure d'azimut, la structure d'altitude. Donc là, on tourne autour de cet axe. L'altitude, on tourne autour de cet axe-ci. Et la tour centrale qui maintient les optiques relais. Alors la structure d'azimut, donc elle supporte le tube du télescope, d'accord, ou structure d'altitude, et les instruments scientifiques sur les deux plateformes NASSMIS. Les instruments, ces plateformes sont 30 mètres par 15 mètres, c'est ça, donc en gros un terrain de tennis, et il y a une station préfocale et des instruments. Une structure en treillis, que vous voyez ici, qui relie les plateformes au plancher azimutal. Alors tout ça tourne hein, sur le pilier. Hein. Vous voyez le pilier ici, et ça, c'est la base tournante, et donc tout ce que vous voyez en bleu ici est la partie tournante de la structure d'azimut. Donc le plancher azimutal couvre les différents mécanismes, il y a le sous-déroulement des moteurs, des codeurs, et ça fournit une grande surface pour les accès à opération, et on a un petit point d'accès ici qui nous permet de traverser sans aller faire le tour. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la motorisation d'un tel télescope, c'est en gros sur palier hydrostatique. D'accord? Donc, vous avez des paliers, deux pistes en acier extrêmement précises, et un palier dans lequel on envoie de l'huile sous pression, et un film d'huile d'à peu près 20 microns, 2 centièmes de millimètre, va se créer, et on a 0 frottement entre les pistes de roulement. D'accord? On en a 3 de ces pistes pour la structure, c'est nécessaire. Alors, pour plusieurs raisons. Il y en a une qui accueille le moteur, c'est à l'extérieur, moteur linéaire, et on y a aussi un codeur pour contrôler la vitesse. Un autre ici pour répartir le poids. Et ici, un secteur radial qui, lui, va faire un maintien radial et dans lequel on a un codeur en position. On a un codeur en position et un codeur en vitesse pour notre boucle de contrôle pour assurer les précisions voulues.
Voilà, ces pistes, elles sont des pistes de 50 mètres, 30 mètres, 6 mètres de diamètre, hein, elles sont alignées au dixième de millimètre. Et la structure d'altitude proprement dite, donc voilà le joli treillis. Donc vous avez, c'est en gros le tube du télescope, vous avez plein d'expositions. Il ne ressemble pas exactement, mais c'est assez similaire, on va dire. Donc une structure tubulaire ouverte qui supporte M1 et M2, et la tour centrale dans laquelle on trouve M3 tout en bas, et puis les optiques relais M4 et M5. Il est fermé en bas par ce qu'on appelle la cellule du M1, la M1 cell, et c'est un treillis qui supporte les segments et qui permet d'y accéder pour les remplacer. Nous avons les plateformes d'étoiles laser ici sur les côtés, les berceaux sur palier hydrostatique à huile, j'en ai parlé, et des moteurs linéaires, donc les aimants sur la structure, les bobines sur l'azimut, et des codeurs qui nous permettent de contrôler position et vitesse. Voilà. Donc l'axe latitude ici, autour duquel tourne la structure, est à 33 mètres du sol. Et voici une petite vue en coupe de la tour centrale, donc elle supporte M3 en bas, M4 ici là-haut, M5. Et on peut basculer M4 et M5, vous voyez, de façon à diriger la lumière soit vers la Nasmyth A à ma gauche, soit la Nasmyth B à ma droite. D'accord ? Donc, ça permet d'alimenter une flopée d'instruments. 3 par plateforme, ça fait 6 instruments. Voilà, elle est montée au centre de la cellule M1. L'espace disponible là-dedans, c'est quand même plutôt limité, ça rentre à chausse-pied. Et puis, elle est équipée de sa propre araignée, on ne la voit pas ici, peut-être on la verra plus tard. Une araignée qui permet de la rigidifier. Et la partie basse est évidée en dessous, là. Et on a des ponts roulants qui sont installés dans la structure qui nous permettent d'aller attraper les miroirs et de les sortir du télescope pour la maintenance. On a besoin de faire ça, notamment lorsqu'on va remplacer les traitements réfléchissants des miroirs. Il faut remplacer les traitements réfléchissants des miroirs. Un miroir, ça a une durée de vie en termes de traitement. S'il regarde vers le haut, en gros, 1 an et demi. S'il regarde vers le bas, en gros, 2 à 3 ans. Donc, on va dire tous les 1 an et demi à 3 ans, il faut remplacer le traitement réfléchissant. Et donc, on a besoin, assez souvent, d'aller sortir les optiques. Très, très rapidement, une vue du chantier, d'accord. Donc, au départ, voilà ce qu'était Cerro Armazones. Hein. Il y a un petit observatoire que l'on voit ici, qui est le Ruhr Observatory Bochum et Catholic University of the North. C'est un site qu'on a testé pour le VLT, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 80. On est retourné le tester pour le Armazones avant de le sélectionner. Et puis, c'est parti. On a rasé le sommet, donc je disais, on a enlevé à peu près une trentaine de mètres, et puis construit une route d'accès. Là, on est en 2014. Hein. Et voilà, la montagne, entre guillemets, préparée pour les travaux de construction, c'est-à-dire fondation et érection du télescope. D'accord ? Donc là, on est en 2015, voilà les bases avant les fondations, et nous voilà tous. Moi, je suis l'andouille en rouge ici, pour la première pierre, pour célébrer cet événement. Et là, on a donné le feu vert à nos contractants pour commencer effectivement la construction du télescope. Et donc, les fondations, à partir de septembre 2019, donc vous voyez quelques vues. Allez fouiller sur le site de l'ESO, il y a des dizaines et des dizaines de photos, c'est absolument fascinant, l'ampleur des travaux réalisés. Et en 2020, vous vous souvenez de ce petit machin-là, où on portait tous des masques et on allait faire des tests PCR à tour de bras. On semble l'oublier, mais voilà, ça nous a stoppé quand même pendant pratiquement 2 ans, cette histoire. 2 ans exactement, d'ailleurs. À partir de 2020, on a pu reprendre malheureusement les chantiers. Qu'en 2022, où là, on a vraiment pu s'attaquer au gros du gros, à savoir les fondations du dôme et du télescope, dont vous voyez l'avancement, ici avec la structure qui est du dôme qui est en train d'être mise en place sur les fondations, et la fondation du télescope proprement dite elle-même. Vous voyez donc le pilier sur lequel seront installées les 3 pistes de roulement. Et puis, il y a 1 an de cela, le dôme, donc bien avancé, et nous en sommes à peu près, ça c'était juillet. La webcam, j'ai regardé tout à l'heure, on est bien plus avancé en termes de cladding. Là, on est en train de couvrir donc, le dôme. Vous voyez que la partie bâtiment auxiliaire, ça c'est couvert, d'accord. Donc la partie pilier, c'est terminé. On peut faire tourner le dôme, pas avec ses moteurs, on utilise des vérins, mais ça nous permet de faire des tests en rotation. Et là, on est en train de le couvrir, et donc on pourra travailler à l'intérieur assez confortablement, assez rapidement.
voyez les transporteurs, c'est monstrueux. « 30 millions de boulons. Les grues que vous avez vues sur cette animation, sur cette vidéo, c'est des grues qui font presque 100 mètres de haut quasiment. C'est monstrueux. Donc on est au premier étage à Tour Eiffel, là-haut. Deuxième, 115 mètres. Alors, ça c'était, on va dire, la ferraille et le béton. Et on va s'attaquer maintenant au bout de verre, c'est-à-dire aux optiques. Alors les optiques, je vous le disais, donc le M1. Alors le M1, c'est un 39 mètres, donc le miroir primaire en bas, concave. C'est un asphérique, hein, il n'y a rien de sphérique dans tout ce que l'on fait ici, ouvert à f/0,9, pardon. Il est segmenté, il a en gros 800 segments, 798 pour être exact. Il est actif, on peut le contrôler en forme. Le M2, là-haut, donc c'est un 4 mètres, lui, mais convexe. Il est aussi asphérique et très ouvert, f/1, d'accord. Il est passif et on le contrôle en position. Le M3, qui est en bas, on va dire que c'est notre correcteur de champ. Il fait 4 mètres, c'est un concave, il est asphérique à f/2,6. Pour nous, on ne considère pas ça comme monstrueux. Je comprendrai que les amateurs ici vont se dire f/2,6, c'est des malades, mais oui, bon, pour nous, c'est pas grand-chose. Et il est actif en position et en déformation. Et le M4, lui, c'est un miroir relais qui est ici, qui est adaptatif. Donc lui, on peut en gros corriger sa forme plus d'1 millier de fois par seconde, d'accord. Et en plus, il est contrôlé en position. Et le M5, qui est un miroir de 2,70 m, qui est un plan aussi, lui permet de faire ce qu'on appelle du fast tip tilt, c'est-à-dire que il va nous permettre de stabiliser la position de l'image au niveau des foyers. Alors le M1, vous voyez, donc, il a une symétrie, vous voyez, à 60 degrés, c'est-à-dire qu'il y a 6 secteurs de 133 segments différents chacun. Alors, il est presque parabolique, mais on s'en éloigne un tout petit peu. En fait, c'est un ellipsoïde, d'accord. Donc, le fait d'avoir 6 secteurs, c'est très intéressant parce qu'en fait, on en fabrique 7. Je vous ai dit qu'on devait changer les optiques relativement souvent pour refaire le traitement réfléchissant. Et en fait, la journée, pendant l'opération, on va en changer 1 à 2, tous les jours, d'accord. Et pour ça, il nous faut les remplacer. On ne va pas laisser des trous dans le miroir. Donc, on a 7 secteurs fabriqués. Donc, 798 sur le télescope et un autre secteur de 133 sur le côté qui nous permettent de faire les échanges. Voilà. Chaque segment, on va le voir, est contrôlé en ce qu'on appelle en tip et tilt, donc en basculement et en piston, à peu près 4 à 5 fois par seconde avec une précision nanométrique. Chaque segment peut être déformé. Ça, c'est pour corriger, par exemple, des erreurs de polissage ou quelques déformations thermiques, notamment. Et un segment, ce n'est pas qu'un segment. Un segment, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un segment assembly, dans notre jargon. Donc, il y a le segment proprement dit, le bout de verre, poli. Il y a ce que vous voyez ici en bleu, ce qu'on appelle les edge sensors. Donc, ce sont des senseurs de position qui vont permettre de mesurer la position d'un segment par rapport à ses voisins. Des capteurs sans contact. Ici, ce qu'on appelle le segment support, qui est la mécanique. Je vais revenir là-dessus sur le sujet. Et donc ça, tout ce truc-là, il est monté ad vitam aeternam. On ne démonte pas la mécanique du segment, etc. Le segment a été fini, mécanique intégrée. Et tout ça, c'est compatible dans le vide, donc on peut faire le traitement réfléchissant, même si la mécanique y est attachée. Donc, un segment, c'est ça, c'est un segment assembly. Et vous avez ce qui reste en permanence attaché sur le télescope, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la subcell. En fait, c'est une structure mécanique qui va nous offrir des références de position des segments dans le télescope. Ici, au centre, nous avons ce qu'on appelle un extracteur. C'est en gros un piston qui va pousser sur le segment pour pouvoir le sortir du M1 et on va venir le chercher avec un outillage de manutention. Et vous avez ici 3 actuateurs de position donc, qui vont contrôler le basculement d'un segment à peu près 4 à 5 fois par seconde. Voilà. Donc, si on inclut les bouts de verre, la mécanique, l'électronique, on a en gros plus de 10 000 composants. Ce n'est pas des composants, c'est des sous-systèmes intégrés. Il y en a 10 000. Il nous fallait des bouts de verre. Donc, alors, ce n'est pas du verre, c'est de la vitrocéramique. Donc, ça, c'est fait par Schott en Allemagne. C'est du zéro dur. Donc, c'est une vitrocéramique qui a un coefficient de dilatation extrêmement faible.
Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, en tout cas pour le LT, beaucoup travaillé sur la matière, et ils ont réussi à l'optimiser, et je peux vous dire qu'on est vraiment à quasiment 0. On est à mieux aujourd'hui, en termes de coefficient de dilatation pour les scientifiques, on est à mieux que 20 parties par milliard par degré. Les bouts de verre, quand ils sont livrés à Riosk, sont circulaires. Vous voyez, donc c'est un disque en fait. Il a un trou, je ne sais pas si vous voyez ici, il a un trou qui est un trou borgne, hein, qui est en face arrière, sur lequel on va pouvoir fixer une mécanique qui tiendra le segment de manière latérale. Et voilà. Bon. Et tout ça, c'est passé à l'acide, dans de l'acide fluorhydrique, tout ça, c'est très sympa. La production des blancs, elle est terminée. Donc, nous en avons fait 949, parce qu'on a aussi des rechanges. Et les dernières livraisons, là, c'est dans les mois qui viennent. Ça, c'est fini, ça. La mécanique, donc ça, c'est VDL aux Pays-Bas, en collaboration avec TNO. Donc, c'est une mécanique isostatique qui minimise les déformations en gravité et en thermique, et qui inclut aussi une déformation active. Comme je vous disais, on peut déformer le segment. Alors, la déformation active, ce dont on parle, c'est 1 micron. On peut déformer un segment d'1 micron en forme. D'accord ? Le segment, il est supporté par 27 points axiaux, donc ça c'est le support axial. Il y a une membrane qu'on ne voit pas ici, qui est dans le trou central, qui fait le maintien latéral. Et voilà, ça a commencé à être livré en 2019, on en a plus de 500 aujourd'hui, et en gros jusqu'à la fin, la production est quasiment terminée, on fait des inspections là, actuellement, donc à fin 2024, c'est pareil, c'est terminé. Voilà une vue de la mécanique telle que livrée à Riosk. Donc en fait, la mécanique est ici, prête à intégrer au segment. Elle arrive dans un conteneur de transport qui est le même conteneur qui repartira de chez Riosk avec le segment intégré et terminé. Et vous voyez ici ce que j'appelais les fixed frames, les subcells. Ça, c'est ce qui est installé au télescope. Tout ça, c'est déjà au Chili, en attente de montage sur la structure. Les gros machins noirs que vous voyez là, ce sont des maslots. Quand on va intégrer le télescope, au début, il n'y aura pas de segment. Il faut que le télescope soit équilibré. S'il n'y a pas de segment, le télescope ne sera pas équilibré. Donc quand on va faire les IV, donc l'intégration du télescope, on aura ces masses noires qui permettront de faire l'équilibrage en même temps que le montage. Une petite vue, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste pour illustrer un petit peu la procédure d'échange des segments. Ça, c'est une petite installation qu'on a fait à l'ESO, où on a 7 segments qui sont montés et qui nous permettent de peaufiner tout un tas de choses, la manutention, la maintenance, l'accès, mais aussi le contrôle, etc. Voilà. Et donc, vous avez un piston ici que l'on actionne avec une visseuse dévisseuse. Il faut vraiment être le plus simple possible, d'accord ? Un technicien en dessous qui a une visseuse dévisseuse et qui vient monter tout doucement le segment, qui, lorsqu'il est au-dessus de ses voisins, sera attrapé par un système de manutention, ramené sur le bord du M1 pour rejoindre les installations de maintenance. Le polissage, il est fait par Riosk, d'accord ? Alors, l'ESO livre les bouts de verre, donc les blancs. L'ESO livre à Safran les mécaniques. Et ce que fait Safran, en gros, 2 choses. Le disque va avoir plusieurs opérations. On va lui coller des patins, lui coller avec des époxys des patins pour pouvoir fixer la mécanique dessus. Et puis, des dispositifs de doucis et de polissage assistés par ordinateur pour donner la forme optique au disque. Ce qu'on appelle le pré-polissage. Quand on est là, le segment a une tolérance d'à peu près 1 micron. Et puis derrière, on les coupe. On coupe les segments pour leur donner leur forme hexagonale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on va fixer la mécanique, et ensuite, on va aller dans une chambre à vide, et avec un canon à plasma, on va faire une correction de ce qu'on parle, une technique que l'on appelle le ion beam figuring, qui permet d'enlever des couches d'atomes ici et là pour parfaire et finir le segment. Et voilà. Alors pourquoi on coupe ? Ça, c'était un grand dilemme. En fait, si vous polissez avec des techniques traditionnelles où vous allez en gros frotter sur le miroir, quand vous êtes sur un bord, il y a un effet de bord. Un télescope segmenté ne veut pas d'effet de bord. Interdit. Ça diffracte la lumière dans tous les sens. C'est une perte de lumière énorme. Donc, interdit. Les franges doivent être pyjama jusqu'au bord. Donc on coupe. Et ce qu'on a montré, c'est que le zéro dur est tellement stable qu'en gros, il bouge de 0,1 micron quand on fait cette découpe. C'est assez remarquable. Et les franges, l'interférogramme, restent vraiment droite, la qualité optique vient jusqu'au bord du segment. Il y a un petit chanfrein qui est fait un millimètre, mais c'est tout.
Voilà un petit peu une vision de ce que l'on voit. Alors, je ne peux pas vous montrer, hein, pour des raisons de propriété industrielle, évidemment, c'est pas simple, d'accord. Donc, mais un petit peu les ateliers à Réost, vous voyez le couloir. Donc, ils ont une usine dédiée qui fait 4000 m² à Poitiers, où on trouve les éléments de production, métrologie, etc. Aujourd'hui, on a fini 300 segments. Il y en a 180 qui sont déjà au Chili, d'accord. Et le rythme de production actuel, c'est 4 à 5 par jour, d'accord. C'est-à-dire que la prouesse d'industrialisation nous a mené à faire des miroirs hors d'axe avec une précision, en gros, de 15 nanomètres, d'accord, à raison de 1 par jour. Alors 15 nanos, en gros, c'est la spec, mais ce qu'on obtient aujourd'hui, on est plutôt entre 8 et 10 en général. Donc on a des optiques qui sont largement en limite de diffraction, même dans l'UV. Ça, c'est très bon, c'est très important, parce que si la qualité optique était, entre guillemets, pourrie, on serait limité par la qualité des optiques pour le LT. On n'en veut pas de ça. Moi, j'ai dit non, je veux que le LT soit limité par le contrôle et pas par les optiques. Voilà. La fin prévue du polissage, c'est début 2007. Je vous en parlais, on trouve au bord donc les segments, voici les petites choses rouges et bleues ici, les edge sensors. Donc en fait, ce sont des capteurs inductifs sans contact. Il y a un émetteur qui envoie un signal magnétique et un récepteur, et via un jeu de bobines, on va pouvoir mesurer le déplacement relatif des segments. Alors on pourrait se dire, oui, bon, donc on veut mettre en face des segments, donc on va les aligner en hauteur. Non, ça n'est pas suffisant. Lorsque le télescope bouge, vers l'horizon par exemple, ou lorsque les températures changent, les segments aussi glissent les uns par rapport aux autres. Et il y a donc un axe que l'on appelle de glissement, de cisaillement, le shear, donc de déplacement relatif, ou alors, de gap, c'est-à-dire les segments vont s'éloigner les uns des autres, et la mesure de piston. En fait, on utilise la mesure de shear et la mesure de gap pour corriger la mesure de piston. Voilà une autre illustration des edge sensors. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, c'est un bloc de zéro dur avec une céramique dans lequel il y a des bobines, un bloc de zéro dur avec des bobines, une électronique qui est fixée au niveau de la mécanique du support, et voilà. La précision, la sensibilité de mesure des déplacements, c'est 0,2 nanomètres RMS. Donc 1 angstrom RMS, on détecte. Donc on détecte des mouvements au niveau atomique. Et voilà comment c'est monté dans le télescope, dans les segments. Donc là, vous voyez sur la droite un segment. Donc au moment de la découpe, il y a aussi une poche ici qui est usinée, et ensuite un patin qui est collé à l'époxy. Et ensuite, vous avez un petit système de bridage tout simple qui va mettre le edge sensor en place. Les actuateurs de position, donc ça c'est avec Physics Instrument en Allemagne. Donc il y a à peu près 2500 actionneurs, d'une course de 10 mm et d'une précision de quelques nanomètres. Et là, il faut bien réaliser, hein, ce qui est toujours un peu, comment dire, qui est compliqué avec un actionneur, c'est que si vous voulez des nanomètres, c'est facile si vous avez des courses qui sont faibles. Si vous voulez des nanomètres mais avec des courses de 10 mm, c'est un petit cauchemar. Donc, en fait, c'est un 2 étages. Donc, vous avez un étage mécanique qui va positionner le haut de l'actionneur à peu près à 1 ou 2 ou 3 microns, et un deuxième étage qui est un étage piézoélectrique sur lequel on va parfaire la mise en position avec une précision nanométrique. Voilà donc à quoi ressemble le système, d'accord. Donc les actionneurs, alors là c'est un segment d'aluminium, mais donc vous voyez en gros le système là qui est en train d'être testé, et c'est fait pour faire ça. Alors, quand le vent vient nous embêter sur le LT, voilà ce qu'il va faire sur les mains. Il fait des choses comme ça. Alors, attention, hein, les unités là, c'est des déformations de l'ordre du micron ou de quelques microns, d'accord, pas plus. Mais voilà ce que fait le vent, voilà ce que fait le thermique. On a un miroir M1 qui respire sans arrêt et puis qui a la bougeotte, d'accord. Il se déforme en permanence. Alors, il se déforme en bas ordre, ce que vous voyez ici, donc des vagues, et aussi dans les hauts ordres, donc vous voyez des vaguelettes, si je puis dire. Et celles-ci, elles nous embêtent considérablement. Lui, on sait le gérer, lui, on ne sait pas bien le gérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, c'est intéressant. Alors, oui, avant de continuer, vous voyez, quand le télescope passe du zénith jusqu'à l'horizon, ben, on se prend quand même 10 mm de déformation de la cellule du M1. Et il faut compenser 10 mm, il faut les compenser, ces 10 mm, mais à des nanomètres de précision. Alors, pour illustrer ça, voici l'effet du vent, sur la gauche, ici. Vous voyez ce que ça fait. Donc, en bleu, c'est les trous, en rouge, c'est les bosses, d'accord.
Et ça, vous pouvez le décomposer. Vous pouvez regarder ce qui se passe au niveau des hautes fréquences. Vous allez enlever le focus, l'astigmatisme, etc. Voilà ce qui se passe. Vous avez les segments qui font des vaguelettes. Et ça, c'est très embêtant. On perd du trail, d'accord? On perd de qualité de signal. Donc, ce que va faire la boucle des packs, des actionneurs de position et des edge sensors, c'est qu'on va utiliser pour lisser le M1. On ne va pas corriger ça, on va passer à ça. On enlève ces vaguelettes. On le lisse, on lui veut une peau de bébé. Et une fois lissé, c'est M4, notre miroir adaptatif, qui va prendre le résidu. Et comme c'est lissé, c'est très facile, entre guillemets, d'aller corriger ce genre d'aberration sur le M4. Et au final, en théorie, il vous reste quelques nanomètres, quoi. Voilà le boulot que font les actionneurs et les edge sensors. Une fois que les segments sont terminés, une fois qu'ils sont arrivés au Chili, on va déposer un traitement réfléchissant. Alors, la plupart des télescopes au monde, à part Gemini, on travaille avec généralement une aluminure. Nous, on voulait pousser plus un peu dans le bleu, donc en gros, c'est une argenture boostée et protégée. C'est fait dans des chambres de traitement sputtering. Il y a 2 machines qui sont installées à Paranal, donc une à Paranal et une à Amazonas. Et donc, pendant l'opération, le LT est une usine où sans cesse on fait du traitement, de la maintenance, etc. M2 et M3. Alors, ils sont très similaires. Alors, souvenons-nous, hein, le M4, le M2, c'est un 4 mètres, F sur 1, très asphérique. Très asphérique, quand je dis très asphérique, le départ du M2 à la sphère, c'est 1,8 mm, 6000 franges. D'accord ? Il est contrôlé en forme, et on a un contrôle de forme en position, et il y a un contrôle de forme qui est en provision. Le M3, actif, 4 mètres, F sur 2,6, j'en ai parlé. Voilà. Les cellules M2, on a fait exprès, et on a optimisé le design pour que le M2 et M3 fassent 4 mètres. 1, ça nous permet d'avoir les bouts de verre, et 2, puisque ce sont des mécaniques qui ont des fonctions similaires, on peut faire des cellules similaires. Et donc utiliser les mêmes actuateurs ici ou là, les mêmes composants ici ou là. Et donc c'est beaucoup plus simple pour la maintenance. Et donc on a passé, on le va voir, un contrat pour les cellules. Les bouts de verre, encore une fois, c'est shot. D'accord. Bon, il faut comprendre que pour couler, ça c'est le M2, d'accord. Pour couler le M2, il faut consommer en gros la totalité de la consommation électrique énergétique de Mayence pendant 15 jours. Voilà les bouts de verre faits. Alors vous voyez M2, donc vous voyez, il est vraiment convexe. Et on peut presque voir aussi qu'il est asphérique. Bon, il faut avoir des yeux d'opticien pour ça. Et le M3. Alors le M2, il a un trou central, et M3 aussi. On ne le voit pas, mais il y a un tout petit trou de 3 cm. C'est bien parce que comme ça, on peut installer des petits systèmes pour l'alignement, ou alors, si on doit évacuer des liquides, c'est mieux d'avoir un trou plutôt que d'aller avoir monté avec une serpillière sur le miroir. Voilà le M2. Magnifique, regardez. Donc là, il est en finition actuellement, Areos. C'est une beauté absolue. Donc on démarrait en 2016, hein, et là, on est en recette. Là, j'ai des gens encore la semaine prochaine qui sont en recette du miroir, là au sud de la région parisienne, vers Corbeil. Et le M3, on a commencé à le doucir et il va passer en poly dans la foulée. Voilà, il est magnifique. Son polissage s'est bien passé. On a, dans les hautes fréquences qui nous intéressent, on est à 12 nanomètres, quoi. C'est une merveille. Le voilà sur son banc de métrologie, rapidement. Alors la métrologie d'un miroir convexe, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et là, ça nécessiterait une conférence. Il y a des papiers là-dessus. En gros, sachez qu'on a en gros ce qu'on appelle une matrice de référence, ici, et on va faire des franges entre le miroir et cette matrice. Et le miroir tourne sous la matrice, et on reconstruit par une technique dite de stitching, donc on va assembler une collection de tests pour reconstruire la forme du miroir. Et ça, c'est une vue de M3 sur la machine de polissage. Il n'est pas traité, hein, c'est simplement que quand on le voit en incidence rasante, il est déjà réfléchissant. Donc les cellules, alors, la cellule du M2, une cellule alors le miroir 4,25 m, avec un trou central de 800 mm, une épaisseur de 100 mm. Il est supporté sur 18 points, d'accord, et sur un support latéral de 12 points. Il est actif, sa position est active grâce à l'hexapode que vous voyez ici sur les côtés, donc ces grands actionneurs, qui permettent de déplacer la cellule avec une précision inférieure au micron. Le miroir fait 3,5 tonnes, la cellule 8,5 tonnes. Donc vous voyez, une douzaine de tonnes pour l'ensemble.
Et ici le M3, donc diamètre de 4 mètres, il y a un trou central, comme je vous disais, de 3 cm. Il est supporté de la même manière. Les cellules sont assez similaires, donc 18 points. Il a une déformation active, on peut le déformer un peu. Pareil, support latéral de 12 points, et puis une position active sur hexapode, pareil, en utilisant les mêmes hexapodes. Le miroir fait 3 tonnes, et la cellule, pareil, 8 tonnes et demie. Et voilà un petit peu une vue de la bestiole. Alors là, vous le voyez intégré avec un miroir en aluminium, ça c'est la cellule du M2. Rendez-vous compte que ça, c'est un miroir secondaire. Donc là, il en teste, que vous voyez, il est installé et monté sur une plateforme qui permet de basculer, qui nous permet de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des forces sur les supports axiaux, latéraux, etc. Là, on est en finition de recette. Et là, vous voyez une vue aussi de du M3 ici en avant-plan et de la M2 derrière. Le M4. Donc, ça, c'est fait avec les Italiens, Adoptica, c'est un consortium, ADS et Microgate en Italie. Donc là, on est en intégration, on va voir quelques images. Donc c'est un plan adaptatif de 2,50 m. Alors, on n'a pas fait la membrane du miroir elle-même, elle fait 2 mm d'épaisseur pour pouvoir la déformer. On ne peut pas faire un miroir de 2,40 m qui fait 2 mm. En tout cas, on n'a pas voulu faire un miroir de 2,40 m de 2 mm d'épaisseur, trop risqué. Et puis trop compliqué techniquement parlant, etc. Donc on a 6 pétales en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on en fabrique 12. Donc c'est un peu plus souple, parce que lorsqu'on va devoir aussi refaire les traitements sur les membranes, eh bien on aura 6 pétales de rechange qu'on peut directement installer. Et donc on peut prendre notre temps pour refaire les traitements des pétales qui ont été enlevés. Il y a 5300 actionneurs qui sont pilotés à 1000 Hz, avec une course de 100 microns. Et là-dedans, on va corriger les aberrations du télescope, je vous ai montré ça tout à l'heure, du type tilt pour aider M5, de la turbulence, voilà, extrêmement précis. Alors voilà une vue de la bête. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le reference body, c'est ce qui supporte l'ensemble des systèmes, les actionneurs et les membranes. Il est en carbure de silicium. Ici, un pétale équipé des aimants, on colle des aimants en fait, qui nous permettront de les contrôler avec un champ magnétique en termes de je pousse, je tire. D'accord? Et tous ces actionneurs sont montés dans des briques qu'on voit ici. Les tuyaux, c'est parce qu'on les refroidit, on contrôle leur température pour limiter les turbulences, etc. Et voilà l'outillage dans lequel on fait le test. Mais voilà une vue de ce miroir. Vous voyez, 2,40 m, ça c'est mon adjointe, Élise, d'accord, en train de faire le contrôle. Donc ça, c'est avant d'installer l'ensemble des actionneurs que vous voyez ici, là sur la gauche, enfin une partie des actionneurs, et c'est cette intégration qui a démarré maintenant. Le M5, alors on fait la cellule avec Zener en Espagne, et avec Reosc encore le polissage, et le blanc, c'est-à-dire le substrat en carbure de silicium, il est fait avec Boostech, Mersenne Boostech, français. C'est les ex-Carbone Lorraine. Donc en carbure de silicium, c'est la seule technologie aujourd'hui qu'on a dans les mains pour faire un miroir. On a besoin, c'est un miroir de basculement, de correction d'image. Donc on va le piloter très très vite. Il ne faut pas qu'il se mette à vibrer, il ne faut pas qu'on dépense trop de force, trop d'énergie. Voilà. Et puis il ne faut pas qu'il soit trop excité, je dirais, pendant la boucle de contrôle. Donc il faut qu'il soit léger et hyper raide. Et notre spec, c'est moins de 400 kg pour un miroir de 2,70 m, d'accord, et avec une fréquence propre de 100 Hz sur ces montres. Et on ne veut pas qu'il se déforme de plus de 20 nanomètres. Donc, pas le choix, il fallait le faire en cycle. Je reviens sur le sujet. Alors, M5 stabilise les mouvements d'image. Vous voyez ici, par exemple, en haut, une étoile avec la turbulence. Vous voyez qu'elle yoyote et en plus qu'elle se balade en type et tilt. Ce que va faire un M5, qui est un miroir de stabilisation de visée, il va nous stabiliser l'image en position. Vous voyez? Et là, il va se faire aider aussi par M4, d'accord? Il y a M5 qui fait les grands mouvements et M4 qui fait les plus petits, ou en tout cas les plus rapides. Et vous avez donc une stabilisation, on va dire en centrage, en position de l'image de l'astre. Et puis l'optique adaptative, elle, va s'occuper de la turbulence pour passer de ça à ça avec M4, où bien là, vous corrigez la turbulence et une étoile qui était pas double devient double. Voilà. Donc voici la cellule. La cellule, en gros, elle est terminée. Elle est livrée, elle est à l'ESO. Et on est en train donc maintenant de l'équiper avec nos systèmes de contrôle. Et on va la tester là, dans les mois qui viennent.
Là, le miroir que vous voyez, c'est un miroir en aluminium qui nous sert à faire les tests. Le miroir a été fait en carbure de silicium par Boostech, avec des technologies qui sont héritées de Herschel, mais plus poussées. On fait 6 segments ou 6 pétales et on va les braser en même temps. Tout ça, ça a été fait. Ça a été livré en début d'année à Riosque pour un polissage à partir du début d'année prochaine. Voici une vue du miroir en SIC, ici chez Boostech. Alors, il est allégé à 90%, hein. Il fait 400 kg. Et pourtant, il fait 2,70 m. Et voilà le miroir sur sa face avant. Là, on est en préparation pour le polissage. Voilà, et puis pour terminer, quelques mots, mais rapides, sur ce qui se passe maintenant derrière les optiques. Quand on arrive sur la plateforme, il y a ce qu'on appelle des prefocal stations. C'est ce qui fait le lien entre le télescope et les instruments. Donc, ça aligne et contrôle les différents éléments du télescope pour obtenir une image corrigée stable. C'est-à-dire que là, on a nos détecteurs qui vont nous dire M5 et M4, faites ceci. D'accord ? Ça distribue la lumière aux instruments sur les plateformes, donc sur les côtés, ou alors tout droit sur les plateformes Nasmith, ou alors on peut alimenter aussi un foyer coudé. Et on y intègre aussi le contrôle d'alignement des miroirs de télescope pendant les observations, grâce à des étoiles guides. Donc on observe en dehors du champ observé, dans le champ qu'on appelle technique, des étoiles, et on regarde si le télescope est aligné, etc. Et on se sert de ça pour fermer une boucle d'alignement. Voilà. Et la Nasmith A, elle inclut ce qu'on appelle un Phasing and Diagnostic Station. C'est un système pour nous qui va nous permettre de regarder, de phaser les segments. On va observer une étoile et mettre en phase les segments, et ce sera notre point 0 pour conserver le miroir M1 où on désire. Et ça, ce phasage, on va le refaire tous les quelques jours ou tous les jours en fonction de la vitesse à laquelle on va pouvoir, faire cette acquisition de phasage. On espère pouvoir... On a pris notre système de phasage, on l'a emmené à Grand Telescopio Canarias aux Canaries, et on a pu réussir à faire la mise en phase qui prenait avant des heures. Nous, on l'a faite en 2 minutes, et on a tenu le miroir à 30 nanomètres. Donc on espère que ce sera la même chose sur les LT, je croise les doigts. Voici une vue des PFS, voyez encore, ça c'est pour souligner aussi quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de votre oculaire de 20 mm que vous pouvez mettre aux fesses du télescope. Bon, il faut souligner aussi que la taille image en sortie, c'est 2 mètres. D'accord ? Donc on peut se mettre la tête au foyer comme ça, d'accord ? Vous voyez, la tâche image, c'est 2 mètres. Ça, c'est les bras qui vont tourner et qui vont pouvoir explorer le champ technique de façon à conserver le télescope aligné, soit par l'utilisation d'étoiles naturelles, soit d'étoiles laser. Et les étoiles laser, c'est ceci. On a 4 plateformes laser. Donc vous avez un laser de 25 watts que l'on projette à 80 km d'altitude et qui va phosphorer avec les couches de sodium là-haut pour nous donner des fausses étoiles. Alors, ce n'est pas exactement des étoiles, c'est plutôt des aigrettes. Et puis pour terminer, et je serai dans les temps, les instruments de première lumière. Alors, là, je vous ai décrit le télescope. Les instruments, pour vous, astronomes amateurs, s'il y en a ici, j'imagine il y en a pas mal, c'est quand vous allez acheter votre caméra, votre spectro. Nos instruments, c'est nos caméras, nos spectros. Bon, là, la différence avec ce qu'on met aux fesses d'un célestron, c'est que un instrument, c'est la taille d'un bus. Hein. C'est de la spectrographie. Alors, on fait du visible, l'infrarouge, du moyen infrarouge. On fait de la haute résolution spectrale, basse résolution spectrale. Il nous faut aussi de l'optique adaptative, parce que M4 tout seul ne corrigera pas parfaitement l'atmosphère. On va faire ce qu'on appelle de l'optique adaptive multiconjuguée, notamment avec Orfeo. On essaie de corriger plusieurs couches dans l'atmosphère qui sont prépondérantes sur la dégradation de la qualité de l'image. Et donc, on a des systèmes d'imagerie, de spectroscopie, etc. Donc, pour les citer, en première lumière, on a Métis, qui sera probablement le premier, auquel on a joint Morpheo, qui est un système d'optique adaptative multiconjuguée dont je vous parlais juste avant. Donc, Métis, caméra, au contraste, avec spectrographe dans l'infrarouge moyen, l'optique adaptative en complément de M4, Mikado, une caméra à haute résolution angulaire dans l'infrarouge proche, et Harmony, un spectrographe intégral de champ, couvrant le visible et l'infrarouge proche. Donc, intégral de champ, c'est pour construire nos fameuses images 3D, où nos images ne sont plus un cube, mais la donnée de distribution spatiale et la donnée de distribution spectrale dans l'épaisseur. Et je vais être pile poil dans les temps.
Je vous remercie pour votre attention. Pas facile comme exercice parce que des conférences, on en fait plein, mais envers des ingénieurs, des scientifiques, etc. S'adresser à un public un peu plus large, expliquer exactement ce qu'est le BLT, c'est pas toujours facile. C'est un petit peu survolé, un petit peu dense, je m'en excuse aussi, mais comprenez que chaque sous-système que je vous ai présenté fait lui-même l'objet de multiples conférences. Chaque sous-ensemble, chaque sous-système est complexe, est un défi d'ingénierie. Cette machine est absolument formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté.